Donc déjà, pour commencer, pourquoi on a organisé ce webinaire? La RSE, donc c'est un sujet qui a une actualité forte depuis plusieurs mois. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de sujets aussi qui se déclinent autour de ça. Au niveau du CNC, il y a eu un webinaire en début d'année au cours duquel le CNC a annoncé l'obligation de fournir un bilan carbone à partir de 2023, donc pour soumettre un dossier de demande de financement. Ensuite, on voit également une attente forte des parties prenantes, donc les financeurs, les joueurs, les différents partenaires de notre industrie. Et donc, on sent un besoin de positionner l'industrie. Donc, comment aujourd'hui le jeu vidéo se positionne sur ces sujets-là, quelles sont les prises de parole qui peuvent être faites, comment on peut justifier d'actes d'engagement de la filière sur ces sujets. Et enfin, plus concrètement, on y reviendra plus tard, donc il y a un règlement européen qui est en vigueur aujourd'hui, qui s'appelle le règlement Disclosure, et donc qui est en vigueur pour tout le système financier privé et public, et donc qui a notamment généré cette obligation annoncée par le CNC de fournir un bilan carbone à partir de 2023. Donc face à cette actualité très forte, tous ces sujets qui popent un peu partout, on a décidé de faire ce premier webinaire pour poser une première pierre donc au niveau de l'industrie sur ces sujets et voir un petit peu comment on pouvait travailler tous ensemble pour faire avancer tout le monde dans le bon sens. Donc, un premier tour d'horizon des actualités juridiques et réglementaires. Évidemment, ce n'est pas exhaustif parce que il sort à peu près un règlement, un décret, une loi toutes les semaines depuis plusieurs mois. Donc, c'est compliqué de tout vous partager aujourd'hui. On a choisi de vous partager un certain nombre de choses les plus, on va dire, les plus connues, les plus faciles à appréhender, mais encore une fois, c'est pas exhaustif. Donc d'abord, la RSE, c'est quoi? Pour qu'on parle tous bien de la même chose. Donc c'est la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et donc ça consiste à appliquer à son entreprise la notion de développement durable. Donc c'est un concept dans lequel les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales et économiques à leurs activités. La Commission européenne définit la RSE comme étant la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Donc, ça suppose qu'on oriente son modèle économique vers la prise en compte des questions écologiques, comme le changement climatique, ou la gestion des ressources naturelles, des écosystèmes, des questions sociales, voilà, beaucoup de sujets différents donc, dans le développement de ses activités au sein de son entreprise. Et donc, concrètement, en quoi cela nous concerne aujourd'hui? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, toute la réglementation financière européenne s'oriente désormais vers un système 100% vert. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle la taxonomie verte européenne. Et donc, ce règlement, il oblige dans les États membres que chacun flèche les flux financiers vers des entreprises qu'on appelle compliant RSE, donc qui fournissent des données opposables aux tiers, montrant qu'elles agissent, on va dire, dans ce sens. Et on a également donc de nombreuses lois, règlements, décrets qui entrent en vigueur en France très très régulièrement. Donc pour limiter le réchauffement climatique, donc par exemple on a l'utilisation des ressources naturelles raisonnées, la protection de la biodiversité avec notamment la prochaine COP en mars qui va être exclusivement sur ce sujet. Tout ce qui va concerner la durabilité, la recyclabilité des produits vendus au grand public. Et sur l'aspect social, évidemment, s'assurer que chaque entreprise garantit le respect des droits de l'homme. Donc, au niveau social, pour commencer, donc on a plusieurs choses qui sont obligatoires, en vigueur aujourd'hui. Donc, je vous ai remis l'index égalité professionnelle qui est obligatoire pour toute entreprise de plus de 50 salariés. Donc, c'est un questionnaire à remplir chaque année qui demande d'obtenir une note minimale de 87 sur 100 sous peine d'être pénalisé et notamment d'être soumis à certaines amendes. Évidemment, donc on parle d'obligations aux plus de 50 salariés, mais il y a pas mal de discussions en ce moment qui tendent vers une obligation qui va s'abaisser à toutes les entreprises de plus de 20 salariés. Donc, c'est pas encore en vigueur, mais on en discute beaucoup en ce moment. Ensuite, on a les lois sur la parité, donc la loi Copé-Zimmermann qui a maintenant 2 ans et tout récemment la loi Rixain qui a été votée en fin d'année par nos assemblées et donc là qui oblige en fait les entreprises à avoir au moins 40% de femmes
parmi les cadres et la gouvernance de l'entreprise, donc comité de direction, etc. Donc là, on n'a pas de limite de salariés. On parle vraiment de toutes les entreprises. Après, évidemment, les contrôles vont commencer par les plus grosses, mais on voit qu'on est vraiment sur une tendance de fond avec de vraies exigences sur cette notion de parité. Donc évidemment, toutes les filières professionnelles n'ont pas, dans leurs effectifs, le même nombre, la même quantité de femmes. On sait bien que nous, dans notre industrie, c'est un sujet qui est complexe. Le dernier baromètre du SNJV montrait à peu près 20% de femmes dans les effectifs de la filière jeux vidéo en France. Donc évidemment, s'il y a des contrôles ou voilà, s'il y a des choses à publier, tout ça c'est pris en compte. Et l'important, c'est de montrer qu'on fait des efforts dans ce sens. En fait, on ne va pas demander à toutes les entreprises d'être à 40% au même moment. C'est juste que voilà, il faut montrer qu'il y a des efforts qui sont faits, qu'il y a des actions qui sont mises en place concrètes pour arriver à cet objectif à plus ou moins long terme. Donc au niveau de Game Only, on a mis en place, vous êtes nombreux ici dans le webinaire à suivre donc la démarche qualité de vie au travail. Donc pour ceux ou celles qui connaissent pas cette démarche, donc c'est quelque chose qu'on a entamé il y a maintenant 18 mois et qui est donc une démarche collaborative où il y a à peu près une vingtaine de studios de jeux vidéo qui participent. Et qui en fait tend à mettre en place au sein des studios des actions concrètes, mesurables, opposables en matière de qualité de vie au travail pour les salariés de l'industrie. Donc ce travail, il a permis de créer 3 outils d'autodiagnostic donc pour les studios de jeux vidéo, donc un fichier Excel que chacun peut remplir avec ou sans ses salariés chaque année. Une charte des bonnes pratiques QVT qui est accompagnée également d'un guide avec des exemples concrets d'actions à mettre en place dès le premier salarié. Donc cette démarche, elle va se poursuivre et surtout on espère s'intensifier rapidement avec à horizon 2023 la création d'un label indépendant et opposable, donc qui pourra permettre aux studios de montrer les efforts qui sont faits et les actions réalisées en matière de QVT. Donc, au niveau global européen, ce qui nous attend, donc, c'est la taxonomie sociale en 2023. Donc là où il y a déjà une taxonomie environnementale en vigueur, la partie sociale devra arriver donc avec, là encore, différentes réglementations, décrets, lois applicables dans notre pays. Donc nous, notre position, c'est plus de dire, anticipons, mettons en place un maximum de choses pour aider les entreprises à se mettre dans le bon chemin et ne pas attendre le dernier moment quand les lois, les textes sortiront. Donc ça, c'était pour le social. Pour l'environnement, donc comme je le disais, la taxonomie européenne est en vigueur. Donc concrètement, aujourd'hui, donc si vous êtes une société cotée en bourse ou que vous appartenez à un groupe coté en bourse, vous êtes une filiale, ou que vous êtes dans un groupe de plus de 250 personnes, vous avez l'obligation de publier chaque année un reporting donc RSE. Et derrière, concrètement, les proxys, donc c'est les agences de notation pour les entreprises cotées en bourse, contrôlent maintenant ces reportings. On a vraiment vu un gros changement à la fin 2021, début 2022 là-dessus. Et on a des cas d'entreprises donc, qui ont vu leurs investisseurs se retirer faute de compliance RSE. Donc ça y est, c'est en cours, ça commence. Donc on est vraiment dans le concret aujourd'hui là-dessus. Pour toutes les autres sociétés, donc si vous n'êtes pas coté en bourse ou vous n'appartenez pas à un groupe coté en bourse, on observe ce qu'on appelle le ruissellement, donc du règlement disclosure. Donc c'est ce que je disais en introduction. Aujourd'hui, toutes les banques, les fonds d'investissement doivent fournir un reporting RSE aux autorités de marché pour qu'elles puissent contrôler que leurs investissements sont fléchés vers des entreprises vertes, donc au sens de la taxonomie européenne. Et ça, j'ai mis vert entre guillemets, mais c'est vraiment ça. Dans la taxonomie, on a les activités vertes et les activités marron. Donc aujourd'hui, tout le système financier doit orienter les investissements vers les activités vertes. Donc on l'a vu avec les règles du CNC, c'est directement une application de ce règlement disclosure. Donc chaque entreprise doit désormais fournir un reporting RSE. Donc là encore, selon la taille de l'entreprise, la taille de ses activités, le nombre de salariés, on ne va pas attendre le même reporting RSE de la part d'Ubisoft ou d'un petit studio indépendant de 10 personnes, évidemment. Ce qu'on va encore une fois attendre, c'est que chacun se mette en ordre de marche dans une trajectoire qui nous concerne tous et montrer que ces sujets sont pris en compte par l'entreprise et qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en œuvre à son niveau.
Donc, on parle vraiment de compliance RSE. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais faire dans mon entreprise doit contribuer à réduire le changement climatique et adapter mon activité aux risques encourus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que de la part des financeurs, donc les banques, les fonds d'investissement, ce qu'ils vont regarder, en fait, c'est à moyen long terme comment le changement climatique va pouvoir impacter concrètement votre activité, donc mesurer le risque et donc voir si vous avez bien pris en compte ces risques et si vous avez mis en place des choses pour anticiper ces risques-là qui peuvent affecter l'activité de votre entreprise. Donc Pierre, je te laisse la parole sur le bilan carbone. Concrètement, comment faire pour en mettre en place un dans son entreprise? Ok, merci. C'est toi qui vas faire bouger les slides ou... Ouais, ok. Ok, donc effectivement, le but ici, c'est de répondre à la question qui se pose derrière tout ça, à savoir qu'est-ce que je fais concrètement et quels documents je dois donner et qu'est-ce qu'on attend réellement en termes de reporting RSE. Quand on n'est pas une grosse entreprise, pour aller directement dans le vif du sujet, on attend sans doute la chose la plus simple. Et la chose la plus simple, ça va être un bilan carbone simplifié. Donc je vais revenir là-dessus. Mais avant, je voudrais poser quelques grandes idées, juste pour reprendre la première slide, Mathilde, pour parler couvrir ce que je voudrais définir. C'est d'abord donner quelques définitions et parler des enjeux pour les studios en particulier. C'est-à-dire dans le domaine du jeu vidéo, il y a des choses spécifiques à souligner. Et puis ensuite, me focaliser sur justement ce que peut être un bilan carbone simplifié. Donc pour en venir aux définitions, la première chose à comprendre, c'est de quoi on parle. Et effectivement, oui, je veux bien que tu ailles sur le slide après. Voilà. Et effectivement, faire la différence entre ce qu'on va entendre comme une empreinte environnementale globale, ce qui est une empreinte écologique, énergétique et un bilan carbone. Bon, c'est assez simple. En fait, l'empreinte écologique, c'est sans doute la mesure la plus ancienne qui a été mise en place pour essayer de quantifier l'impact que pouvait avoir l'activité humaine sur la planète. Généralement, c'est rapporté en surface de terre bioproductive qui va être nécessaire pour une activité ou un service. Donc, on l'exprime en hectares par habitant. En gros, il y a un organisme qui fournit des chiffres en la matière, c'est le Global Footprint Network. Et pour donner une idée rapide, il faudrait à peu près 2 planètes pour aujourd'hui couvrir les besoins de l'humanité. Alors, on l'exprime encore une fois en hectares par habitant. Ça varie énormément par pays. Pour donner une idée, en haut du panier, on a le Luxembourg qui consomme à peu près 16 hectares par habitant. Très rapidement, on a les États-Unis avec autour de 9 hectares. La France est à 6 hectares par habitant. Et tout en bas du tableau, on a des pays comme l'Érythrée qui sont à 0,50. Bon, ça donne juste une idée imagée, en fait, de l'empreinte qu'on a lorsqu'on a une activité quelle qu'elle soit. Si on focalise sur juste ce qu'on appelle l'empreinte énergétique, c'est-à-dire à peu près la même chose, mais rapportée à la quantité d'énergie nécessaire pour produire un service ou un produit, là, on va l'exprimer en tonnes d'hydrocarbures, par exemple, ou en litres d'eau. Et si après, on se focalise sur ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, on va l'exprimer en empreinte carbone, c'est-à-dire en équivalent CO2. Alors, pourquoi en équivalent? Parce qu'en fait, tous les gaz à effet de serre n'ont pas le même pouvoir réchauffant. Et donc, en fait, on rapporte tout au dioxyde de carbone. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on fait des mesures, on essaie de les faire de manière normée au niveau international. Et on les fait généralement en fonction de ce qu'on appelle une ACV, c'est-à-dire une analyse de cycle de vie.
Et pour résumer très succinctement les choses, ça se fait de manière selon 2 axes. La première chose, c'est qu'on va essayer de prendre en compte tous les flux, à la fois entrants et les flux sortants. Ce que je veux dire par là, c'est que les flux entrants, ça va être toutes les matières et toutes les énergies qui vont être nécessaires à l'activité. Et les flux sortants, ça va être tous les déchets qu'on va générer. Et on va essayer de faire ça pour tout le cycle de vie du produit ou du service. Ça veut dire ce que disent les anglo-saxons, c'est-à-dire du berceau à la tombe, c'est-à-dire en fait dès la conception du produit et service jusqu'à sa mise en déchetterie. Alors, il y a une autre notion à avoir en tête qui est couverte par ces normes et ce système d'ACV, c'est ce qu'on appelle les scopes, les périmètres. En fait, on va mesurer tout ça à travers ce qu'on appelle le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Alors, de quoi on parle quand on parle de scope? En fait, on parle d'émissions directes ou indirectes. Donc, dans le scope 1, on a tout ce que l'entreprise génère comme émissions directes de gaz à effet de serre à travers ses bureaux, les véhicules qui appartiennent à l'entreprise, à travers, par exemple, des unités de production comme des frigos, etc. Donc là, on est sur quelque chose de immédiatement mesurable à travers l'empreinte locale de l'entreprise. Le scope 2, ça va être tout ce qui est émissions indirectes liées à l'énergie consommée par l'entreprise. Donc, le meilleur exemple, c'est l'électricité. En France, on n'émet pas de gaz à effet de serre sur son lieu de travail quand on est un gros consommateur d'électricité. Dans certains pays, on le fait au niveau d'usines en charbon. En France, c'est essentiellement lié à du nucléaire. Et puis le scope 3, bien, ça va être toutes les autres émissions indirectes. Et là, on se rend bien compte que, en tout cas en ce qui concerne le jeu vidéo, c'est essentiellement dans le scope 3 qu'il va y avoir le maximum d'impact. Alors, un mot vite fait entre bilan carbone et ce qu'on a tendance ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire le Greenhouse Gas Protocol. En fait, c'est à peu près la même chose. Ce sont donc des bilans qui se concentrent uniquement sur la mesure et le calcul de l'émission de gaz à effet de serre. Le GHG, ça va être la version internationale, pilotée par les organismes américains. Le bilan carbone, c'est franco-français. Mais je dirais que dans les 2 cas, c'est à peu près la même méthode. Donc, en fait, autant parler de bilan de carbone, surtout qu'il y a des équivalents dans quasiment toutes les méthodes. Alors, on va passer justement à un focus sur la partie jeux vidéo, juste pour dire 2 choses importantes. En fait, quand on va faire un bilan carbone au niveau de son studio ou de sa boîte de jeux vidéo, toute la partie production, c'est-à-dire le fait de développer un jeu, pour faire court, voire de l'éditer, c'est quand même assez proche de n'importe quelle autre entreprise française ou mondiale. Donc, on va mesurer ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans le cadre du scope 1, 2 et 3, tout ce qui est l'empreinte de la boîte. Et c'est vrai que c'est dans la partie 3 qu'on va avoir des spécificités. Il y en a au moins 2 que j'ai relevées et qui ont un énorme impact sur l'ensemble. La première, c'est la façon dont on distribue ces jeux, puisqu'en fait, la bonne nouvelle pour le jeu vidéo, c'est que ce qu'on fait est immatériel, donc en fait, on a assez peu d'empreintes au niveau de la conception. En revanche, sur la partie distri et sur la partie usage, là, par contre, les choses changent. Sur la partie distribution, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, plus le jeu va être gros et plus le jeu... Alors, évidemment, s'il est distribué de manière physique, on retombe dans les problématiques globales de l'industrie en général, c'est-à-dire en fait tout l'empreinte que peut avoir une logistique d'entrepôt, de camions, de réseaux routiers, d'envoi par bateau et par avion. Mais dès qu'on passe en digital, ce qui est quand même une constante chez nous désormais,
eh bien là, ça va être plus le poids du jeu et le mode de distribution, à savoir du téléchargement, du cloud, les modes de mise à jour des produits, etc. Et là-dessus, on passe très souvent par des fournisseurs, évidemment, et là, on se heurte à des difficultés d'évaluation à travers qu'est-ce qu'il y a derrière AWS, qu'est-ce qu'il y a derrière Akamai, qu'est-ce qu'il y a derrière Level 3, etc., etc. Et sur la partie usage, là aussi, c'est très significatif pour le jeu vidéo, puisqu'en fait, là, on va prendre en compte en fait l'empreinte du PC de chaque utilisateur. C'est pour ça d'ailleurs que quand je parle de cloud gaming, il peut y avoir un impact parce que soit la machine qui fait tourner nos jeux, elle est côté utilisateur, soit elle est rapatriée côté serveur. Mais dans les deux cas, l'impact du hardware est très, très significatif. Voilà. Je pense qu'il y a une question, Pierre. Julien, si tu veux poser ta question. Oui, je ne savais pas si on les posait au fur et à mesure ou pas. Concernant la distribution, est-ce que cet impact, il n'est pas plutôt à prendre en compte chez l'éditeur plutôt que chez le producteur? Alors, en fait, quand on fait un bilan, comme je disais, on essaye de voir l'impact de manière générale. Alors, il ne s'agit pas de le compter plusieurs fois et de dire que c'est l'éditeur qui en est responsable et pas le développeur. Le tout, c'est de bien savoir montrer à quel niveau et dans quel scope on est. Et surtout, quand on fait un bilan et qu'on produit un bilan, si par exemple derrière, on veut communiquer en disant que ce bilan est faible ou qu'on est carbone neutral, comme c'est la mode chez beaucoup d'acteurs, il faut bien dire, bien définir de quoi on parle. Et donc, on est neutral sur le scope 1 ou sur la partie production, par exemple. On ne l'est sûrement pas sur la partie usage. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de qui est responsable de quoi, c'est plutôt comment on peut prétendre être sobre ou pas, en fait. Encore une fois, le fait de faire du jeu vidéo, l'empreinte au niveau de la production est effectivement très, très faible. Mais, et c'est vrai qu'on a aussi tendance à dire, si on regarde les usages sur Internet, le jeu vidéo, par rapport à la vidéo ou par rapport aux réseaux sociaux, c'est relativement faible. Mais la réalité, c'est que le jeu vidéo, c'est aussi beaucoup de vidéos à travers Twitch, beaucoup de réseaux sociaux. Et donc là, il ne s'agit pas de dire que c'est plus la responsabilité de Facebook ou d'Amazon à travers Twitch que de nous à travers Studio Développement. Et il s'agit simplement d'en avoir conscience et de mettre en place des outils de réduction. Alors, soit parce qu'on en a nous-mêmes la possibilité, parce qu'on peut améliorer nos process, parce qu'on peut changer telle ou telle pièce d'hardware à notre niveau, soit tout simplement en choisissant nos fournisseurs pour qu'eux aussi en aient quelque chose à faire. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en fait, la responsabilité de qui fait quoi sur la chaîne, elle est évidemment directe, mais si, en gros, si j'utilise AWS, je ne peux pas dire que c'est juste la responsabilité d'Amazon. Ça, certainement, sauf que nous, on n'a pas la main sur les canaux de distribution ou ces choses-là. Donc, que ce soit imputé chez nous ou partagé, pourquoi pas, mais il faudrait qu'on ait aussi les chiffres de tout le monde, en fait. J'ai vu la remarque de Mathilde qui dit qu'il faut travailler à 3, très bien, mais il faut que tout le monde soit transparent, ce qui n'est pas forcément évident. Alors là ce qui est mis en place, c'est de demander aux sociétés, et notamment aux sociétés qui bénéficieront d'une subvention CNC, de fournir un bilan carbone. Donc ce bilan carbone, on va le voir, c'est un bilan carbone dit réglementaire, donc qui sera quand même très simplifié. Donc, il ne s'agit pas d'être capable d'évaluer en fait l'empreinte carbone de ton jeu sur AWS ou sur les serveurs de Google, par exemple. Et pour être franc, je crois que personne ne sait le faire encore aujourd'hui, y compris même ces acteurs, parce qu'en fait, aujourd'hui, la façon dont sont hébergés les jeux
chez AWS ou autres est telle que même pour eux, c'est compliqué en fait de recenser toutes les machines, le fonctionnement complet. Donc, on n'en est pas là. En revanche, tu ne pourras pas dire que si ton jeu est chez AWS, tu ne pourras pas dire que tu es carbone neutral parce que, par exemple, tu auras planté des arbres pour gérer ta partie production immédiatement sous ton périmètre. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je suis clair. Si, c'est clair, mais comme je disais, on n'a pas forcément la main sur toute la chaîne, en fait, après. C'est ça la difficulté. C'est bien la complexité de tout le sujet, oui. Ce qu'on va te demander, en gros, c'est d'être honnête et transparent, grosso merdo. Donc, la partie bilan réglementaire simplifié, elle ne couvrira pas de toute façon les émissions indirectes de ce type. Mais encore une fois, sur la façon dont tu vas présenter tes résultats et la façon dont tu vas dire que tu prends en compte le problème, considérer que tu n'as pas la main sur AWS et que donc ce n'est pas ton problème, ça permettra pas de répondre, enfin en tout cas de mettre en place une communication sur ce que tu fais qui sera ni acceptée par ceux qui en prendront compte, qui en prendront connaissance, et qui sera pas non plus juste, puisque de toute façon, il faut être 360 sur ce sujet. Alors, justement, pour entrer dans le concret, comment on s'y prend pour essayer de répondre à ces demandes? Donc, le point de départ, c'est de mettre une personne sur le sujet. Et le problème, c'est qu'il faut quand même former la personne. Donc, le choix qu'on a aujourd'hui, c'est soit de le faire en interne et de passer par des formations, soit de passer par des cabinets de conseil ou des acteurs qui fournissent ce genre de prestations en ligne. Pour être clair, le minimum en fait qui est demandé aujourd'hui, c'est donc un bilan gaz à effet de serre. Donc on se concentre uniquement sur la partie gaz à effet de serre et on fournit donc ce fameux bilan carbone. Aujourd'hui, le bilan carbone, il a été créé avec une méthode donc ADEME. Et aujourd'hui, ceux qui forment et qui délivrent les outils pour ça, c'est l'association Bilan Carbone qui a reçu une licence en fait de la part de l'ADEME. Donc, quand on se lance dans un bilan carbone, déjà on va choisir une année de référence parce qu'il va falloir être capable de fournir tous les flux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les flux entrants qui émettent du carbone. Donc, peut-être qu'il faut le faire sur l'année en cours si ça n'a pas été traqué dans les années précédentes. Donc, je disais choisir une méthode à appliquer, donc au minimum ce bilan carbone simplifié, mais on peut avoir d'autres prétentions et vous verrez aussi que si vous vous adressez à des cabinets de conseil ou à certains acteurs, très souvent ils fournissent tout, c'est-à-dire également des éléments comme la tension sur l'eau, les tensions en énergie, voire même en terre arable que peut générer votre activité, et évidemment définir les périmètres. Et à ce sujet, c'est pour ça que j'ai fait cette petite intro sur le jeu vidéo, il y a des périmètres qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui mesurer, dans lesquels on est vraiment en R&D, pour lesquels on a besoin d'être également en coopération avec des acteurs beaucoup plus gros comme Amazon, si c'est eux qui hébergent vos serveurs aujourd'hui, ou même avec des acteurs comme OVH ou des gens comme ça. Donc on passe par une collecte de données qui vont ensuite générer des calculs qui sont pas forcément très très compliqués, mais qui peuvent être assez détaillés. Quand je dis pas forcément compliqué, c'est qu'en gros, ce que vous rentrez dans vos fichiers Excel, c'est quoi? C'est soit des prix, soit des volumes de consommation d'énergie. Et ensuite, en fait, on multiplie ça par des bases, par des facteurs d'impact qui sont contenus dans des bases mondiales normalisées. Pour vous rendre compte en fait de la façon dont ça se passe, je vous ai mis un lien YouTube dans la présentation
qui décrivent en gros comment fonctionne le fichier Excel du bilan carbone de l'association Bilan Carbone. Donc, je dis pas que c'est trivial, parce que franchement, ça mérite de se former un petit peu, mais c'est pas non plus très très compliqué à comprendre en fait. Il y a pas mal d'entrants, la phase collecte de données est importante, et voilà, je pense que malheureusement il faut passer par là, ou en tout cas se faire aider si on veut pas y consacrer le temps nécessaire que ça prend dans un premier temps. Alors pour vous, on peut passer à la slide d'après. Pour vous donner un montant, c'est pas extrêmement cher pour les petites entreprises, parce que tout ça est, comme je le disais, normalisé et assez standard. Et puis finalement, une grosse partie du travail, c'est justement de choper l'information. Après, on le met dans le tableur. Donc en règle générale, si vous passez par un tiers, ça vous coûtera dans les 2 à 4 000 euros aujourd'hui. Qui plus est, il y a des subventions. Vous pouvez vous renseigner, mais il y a pas mal d'argent distribué par BPI pour aider les petites entreprises à faire ce genre de choses. Et ensuite, vous avez le choix en choisissant des cabinets. Lorsque nous, on a répondu au PIA 4, on en a regardé plusieurs avec Mathilde et nos autres collègues. Moi, j'ai mis un lien vers le benchmark Green IT parce que j'aime bien cette façon de présenter les choses. Il s'agit de mettre en commun plusieurs boîtes et puis de se comparer, jamais nominativement, mais au moins vous avez vos résultats, vous pouvez les comparer avec la moyenne des autres. Ça permet aussi de bien se situer et puis de voir quels sont les postes les plus importants et comment on peut agir à moyen ou court terme. Et puis, vous avez des acteurs également qui sont 100% digitaux. Donc là, c'est simple, il suffit de se connecter et de remplir directement en ligne. Donc, j'ai mis des liens aussi. Ça permet de voir concrètement de quoi on parle. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisamment concret et clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, une petite question, Pierre, rapidement, parce que je mettais dans le flux du poste la question sur la durée de ce bilan carbone. Donc, j'ai eu 2 réponses, mais qui n'ont pas l'air d'être en phase. Donc, ce bilan carbone, en fait, qu'on peut faire par un cabinet, si j'ai bien compris, il est valable sur 1 an ou il faut à chaque fois l'adjoindre au bout de 6 mois dans une demande de sub comment ça marche? En fait, généralement, ça se fait tous les ans. Okay. Et l'idée, c'est que... Alors, la rapidité pour avoir ce document, parce que ce que j'imagine, c'est que si demain, on vous en demande un pour un dossier de subvention, il va le falloir assez rapidement pour boucler le dossier. Donc, c'est plus ou moins rapide, en fait. C'est la phase de collecte qui va être longue au départ. Okay. Donc, en fait, ce qui est pas mal, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on va vous demander. Vous pouvez regarder dans les exemples qui sont fournis dans la vidéo, par exemple. Vous avez généralement le premier onglet, c'est toutes les datas qu'on vous demande. Ça permet de se dire, oula, est-ce que ça va être long ou pas, en fait, d'avoir toutes ces informations. C'est le plus long, mais en gros, un bilan carbone, ça s'obtient en 3 mois, on va dire. Oui, donc c'est pas si rapide que ça, il vaut mieux s'y prendre en avance. C'est un petit peu en avance. En parler. Mais en tout cas, ça va vous durer 1 an, parce que l'idée, c'est de connaître votre impact sur l'année. Et puis surtout, ce qu'on va attendre après, c'est qu'à partir du moment où vous connaissez votre impact sur une année 1, on va attendre de vous parce qu'en fait, vous allez avoir votre impact, mais vous allez avoir aussi l'identification des principaux postes et derrière des pistes d'amélioration. Si on se rend compte que votre principal poste, je dis quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais que c'est votre flotte de véhicules, les pistes d'amélioration, c'est évidemment de changer de passer à l'électrique, par exemple, ce genre de choses. Et donc, ce qu'on va attendre, c'est que d'une année 1 sur une année 2, une année 3, on montre que le bilan carbone diminue, en fait. Ou que les pistes d'amélioration sont explorées.
Il y a Jessica qui demande année glissante ou année calendaire. Ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise. Mais ce que disait Pierre, c'est voilà, il faut définir une période de référence pour avoir un premier calcul et après il faut se tenir à cette période de référence. Donc il faut vraiment définir ça par rapport à l'activité de l'entreprise. Après, c'est vrai que la majorité des boîtes font quand même sur une année calendaire. Généralement, il faut caler ça sur votre année fiscale, en fait. Ouais, c'est ça. C'est plus logique, on va dire. Du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, on sait que ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses d'un coup, qui vous arrivent en termes d'informations, même d'abréviations, de plein de termes plutôt barbares au début quand on rentre dans tout ça. Donc, on est bien conscient de la difficulté que ça peut représenter au démarrage et du coup des efforts et des moyens qui doivent être mis en place pour lancer tous ces chantiers. Nous, ce qu'on a fait donc avec les associations régionales du jeu vidéo et le SNJV, on a répondu en fin d'année dernière donc au plan d'investissement d'avenir de l'État qui s'appelait donc Alternative verte pour la transition écologique des industries culturelles et créatives. Donc c'est un plan d'investissement d'avenir qui est porté, qui a été défini donc par le ministère de la Culture et qui est opéré par la Caisse des dépôts. Et donc nous, on a monté un consortium national pour demander donc un plan de 900 000 € sur 3 ans pour accompagner donc la filière du jeu vidéo à se mettre en conformité par rapport à tous ces sujets. Parce que ce qu'on n'a pas forcément peut-être détaillé, Pierre, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, on va dire, il n'existe pas à proprement parler de méthode propre aux jeux vidéo pour calculer le bilan carbone d'un studio. On a différentes inspirations, donc notamment ce qui se fait dans le numérique, mais la notion, on va dire, d'industrie culturelle propre à notre filière est pas forcément prise en compte dans cette partie qui existe déjà dans le numérique. Donc l'idée avec ce PIA, c'est d'aller chercher les moyens, d'une part de faire un peu de R&D pour avoir des méthodes de calcul propres à notre industrie, opposables aux tiers et donc qui puissent être accessibles évidemment à toutes les entreprises de la filière. Identifier les bonnes pratiques, donc voir déjà ce qui se passe, ce qui peut être dupliqué, etc. Créer donc les outils pour permettre à chacun d'agir concrètement dans son studio. Ensuite, il y a toute une partie qui va concerner l'accompagnement à la formation donc à ces outils dans les studios et donc accompagner effectivement la formation des référents dans les entreprises, l'identification des bons partenaires. Et enfin, il y aura toute une partie qui concernera la diffusion et la communication de ces outils, ces bonnes pratiques au plus grand nombre. Donc, pour nous, c'était important de le rappeler parce qu'il y a un gros travail qui a été fait pendant plus de 2 mois sur ce PIA. Et concrètement, aujourd'hui, donc on attend la réponse. Ça devrait tomber courant mars. Donc, si on a ce PIA, du coup, c'est Game Only qui va être porteur du projet, donc au titre du consortium national, et donc qui va déployer le plan avec l'embauche d'une personne dédiée. Et du coup, si on n'a pas le PIA, et concrètement, on est tous persuadés qu'on va l'avoir. Je sais qu'il y a quelques-uns de nos collègues là dans la call, mais c'est la seule en fait candidature jeux vidéo sur ce PIA, donc on espère vraiment qu'on va l'avoir. Mais en tout cas, si on l'a pas, on a prévu un plan B pour quand même accompagner les entreprises et mettre en place donc des actions concrètes pour vous accompagner. Oui, peut-être pour compléter ce que tu viens de dire. Donc l'idée, c'est effectivement qu'on ait des cabinets de conseil qui nous aident sur ce PIA 4 à effectivement à améliorer une méthode spécifique pour nous. Il y a plein de sujets spécifiques aux jeux vidéo qui sont aujourd'hui mal évalués dans les méthodes de base. J'ai cité tout à l'heure la difficulté en fait de mesurer les impacts en matière de distribution. Il y a également des difficultés de mesurer l'impact du hardware de manière plus précise. Typiquement, nous, quand on essaye d'acheter le matériel avec le moins d'impact, on a beaucoup de difficultés à s'y retrouver. On utilise tous des PC avec des cartes graphiques. Faire la différence entre 2 cartes graphiques ou entre deux unités, c'est très complexe.
Donc, il y a pas mal de détails en fait à obtenir pour qu'on achète mieux et on utilise mieux nos ressources. Et un élément aussi important par rapport à ce qui a été évoqué, dans le cadre du PIA, on a beaucoup échangé avec le CEL, qui est partenaire en fait de notre réponse. Donc, puisque on a bien compris que le scope 3 d'un studio de jeux vidéo, c'était plutôt le scope 1, voire le scope 2 d'un éditeur. Donc, forcément, on est à la croisée des chemins entre les deux types d'entreprises. Donc, pour nous, c'était important que si on amorce un travail côté studio de jeux vidéo, il fallait qu'on soit sur la même, on va dire, la même trajectoire que les éditeurs. Donc, on a amorcé le partenariat, les discussions. Donc, voilà, on a la chance d'avoir des gens qui sont tous sensibles au sujet autour de la table. Donc, on a bon espoir d'avancer dans le bon sens. Et il y a une 60aine de studios de toute la France aussi qui ont apporté leur lettre de soutien à cette réponse au PIA. Donc voilà, on voulait vraiment montrer l'ambition de la filière et le fait que ce soit un sujet qui soit porté au niveau national par toutes les entreprises qui sont établies sur notre territoire, avec des studios allant du petit indépendant jusqu'au très gros. Voilà, donc on vous donnera évidemment des nouvelles très rapidement de cette réponse. En attendant, donc moi ce que je voulais vous dire, donc là, je parle aux adhérents de Game Only dans un premier temps, mais encore une fois, on travaille avec les autres associations pour dupliquer les actions sur tout le territoire. Nous, ce qu'on a prévu, donc courant février, on va vous proposer donc une formation sur le minimum à savoir en matière de RSE pour un dirigeant de studio en 2022. Donc, ce sera une formation qui sera a priori sur une demi-journée et qui vous permettra d'approfondir un peu tous les sujets qu'on a vus ce matin de manière vraiment très, très rapide. On va poursuivre la veille réglementaire et juridique sur ces sujets en vous apportant des informations régulièrement là-dessus. On est en train de négocier un tarif donc pour réaliser le bilan carbone scope 1 d'un studio avec un cabinet qui s'appelle iCare qu'on avait déjà consulté dans le cadre du PIA et qui sont très proactifs sur le jeu vidéo. Donc là aussi, on reviendra vers vous avec des informations, des contacts. Et notamment, donc c'est iCare qui va animer ce qu'on appelle une fresque climat. Donc, si vous voulez aller voir sur Internet, vous tapez fresque climat, vous trouverez les informations. Donc, cette animation, elle va être ouverte à 16 personnes. Donc, ça peut être dirigeantes de studio, mais ça peut être aussi des salariés qui sont plutôt en charge des sujets RSE, RH dans les entreprises. Et donc, cette animation, elle permet en fait de poser les bases concrètes de ce que c'est la RSE dans une entreprise et également de croiser avec les objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont le référentiel de base international sur ces sujets-là. Donc là aussi, je vous ai mis tous les liens à la fin si vous voulez approfondir. Donc cette fresque climat, elle aura lieu, je pense, au printemps. Et l'objectif, c'est que quelqu'un de Game Only soit formé pour en faire d'autres après par la suite et pouvoir intervenir notamment dans les entreprises qu'il souhaite. Donc la mise en œuvre du PIA, si on est reçu, évidemment, on croise tous les doigts. Et enfin, ce qu'on a prévu aussi dans un temps un peu plus long, donc plutôt peut-être deuxième semestre, de travailler avec les studios volontaires pour une adhésion au niveau de la filière aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est une pratique qui se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, un peu moins en France, mais parce qu'on a un petit peu toujours de retard sur certains pays. L'objectif, en fait, c'est d'avoir, comme on l'a fait pour la QVT, d'avoir un échantillon représentatif de studios qui travaillent sur ce sujet-là pour qu'on puisse présenter de manière publique après, donc pour les parties prenantes, encore une fois, à quels objectifs de développement durable de l'ONU on adhère en priorité pour notre industrie et comment on s'engage à agir concrètement sur ces ODD sur le court, moyen et long terme. Voilà, donc on a une feuille de route quand même assez intense sur ce sujet, mais on s'est tous dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet et que c'était quand même notre rôle, l'association régionale, de vous accompagner concrètement sur le terrain, à vous mettre en conformité avec ce qu'on va attendre de vous. Voilà, donc pour terminer, en plus des liens que vous avez mis, Pierre, dans les slides précédentes, je vous ai mis quelques autres liens pour ceux qui voudraient approfondir le sujet. Donc, vous avez toutes les ressources ADEME, évidemment, qui reste
voilà, un pilier en termes de renseignement, d'information sur la sobriété numérique, etc. Ensuite, nous avons l'homologue du SNJV anglais qui s'appelle Yuki, qui a publié un Green Game Guide l'année dernière. Donc, je vous invite à aller le consulter si vous avez un peu de temps, parce qu'il est bien fait et c'est un peu le document référence qui a entériné tout le lancement de nos travaux. Donc, merci à eux d'avoir fait ce premier pas. Ensuite, vous avez un site d'information qui est très bien fait, qui est généraliste, mais qui vraiment traite de beaucoup de sujets autour du développement durable, qui s'appelle Bon Pote. Vous avez The Shift Project aussi, qui est donc le projet de Monsieur Jean Covici, qui est un peu le pionnier des bilans carbone, de la mesure d'impact et voilà du lobby en la matière au niveau français et européen. Et enfin, sur les objectifs de développement durable de l'ONU, vous avez toutes les infos sur le site de l'ONU avec tout le détail. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'informations. J'espère qu'on vous a pas trop noyé ou plombé l'ambiance aujourd'hui. En tout cas, c'est pas du tout le but. Et maintenant, si vous avez des questions, allez-y. La parole est à vous. Ouais, bonjour. J'avais une question un peu double. C'est la première étape, c'est si vous avez déjà fait des études sur des studios, est-ce que vous auriez des mappings à nous envoyer pour dire plutôt les axes sur lesquels il faut travailler? Ça serait le premier point. Et le deuxième, c'est dans le cas qu'on vit depuis quelques années maintenant de la pandémie et du télétravail, comment on arbitre dans la RSE entre les obligations de santé et donc le télétravail et les impacts que ça va avoir, parce qu'en gros, on va avoir des frais fixes et des bureaux d'un côté et des gens qui télétravaillent de l'autre. Donc, potentiellement, ça multiplie les machines. Donc, ça multiplie l'impact négatif environnemental. Comment ça se neutralise? Moi, je peux peut-être apporter un premier élément de réponse. La RSE, de toute façon, c'est qu'une question de compromis. Il n'y a pas de situation idéale, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Hein, sinon, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait fait plus. L'idée que ce soit dans un bilan carbone ou même dans un rapport RSE, c'est toujours partir de l'existant, de l'activité de l'entreprise et de ses contraintes. Et une fois qu'on part de ça et qu'on on a dit, moi, dans le cadre justement notamment de la santé au travail, etc., ce sont toujours deux sujets très liés finalement. On arrive vite sur l'un ou sur l'autre quand on parle des différents sujets propres à l'entreprise. Donc, l'idée, c'est toujours de travailler sur des compromis, comment je peux faire au mieux avec la situation qui m'est imposée. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, il y a évidemment la question des machines, quelles machines je vais acheter, à quel rythme je vais les remplacer, comment je vais faire pour que ce soit plus durable, etc. Et puis après, tout bêtement, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais diffuser auprès de ses salariés les bonnes pratiques aussi à avoir chez soi, en matière de sobriété numérique, de faire attention à bien éteindre son ordinateur, etc. C'est des choses finalement qui sont toutes bêtes, mais que très peu font et qui peuvent au final influencer à la fin sur la consommation d'électricité, la consommation d'énergie, etc. Donc, il y a pas mal de petites choses à faire et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on est parti. Dans le terme accompagnement, c'est de démarrer de la base, du concret dans l'entreprise. Et sur la première question, Christian, pour savoir concrètement quoi faire, en fait, il faut partir au moins du bilan carbone. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait quels sont les postes principaux d'émissions dans l'entreprise, là, ensemble, et c'est l'objectif de ce travail collectif, c'est de définir des bonnes pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès la semaine suivante dans son entreprise, quoi. Donc ça, c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Ok, merci. Oui, sur la partie, est-ce qu'il existe des templates qu'on peut se partager? J'ai pas l'impression. En fait, le bilan carbone tel qu'il est présenté par l'ADEME et l'association, c'est déjà une template de fichier Excel. Hein. Donc, en fait, on obtient une template de fichier Excel dont le premier onglet sert à accueillir les données. Et ça, c'est les données propres à chacun. Donc, elle existe, cette template. On pourrait dire qu'elle n'est pas spécifique aux jeux vidéo en tant que tel. Donc, il y a sans doute des choses à améliorer pour que ce soit plus dédié, en fait. Mais là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de boîtes comme Ubisoft qui produisent leur propre rapport RSE
compte tenu de leur taille et de leur présence en bourse. Donc, on peut regarder ce que eux produisent. Ça donne aussi une idée sur les grands équilibres, ce que coûte justement la partie hébergement, la partie technique, mais aussi la partie voyage, etc. Après, chacun est très spécifique. Donc, pour moi, la template, c'est la template de base du fichier Excel du bilan carbone simplifié. OK. Sur le télétravail, je vous ai mis un lien vers le site Hello Carbo que citait Pierre dans sa presse, qui est aussi un super site d'information. Et non, le télétravail n'a pas significativement fait baisser les émissions carbone pendant la crise. Donc, c'est un faux, on va dire, c'est un faux effet d'annonce, mais dans la réalité, non, ça n'a pas été hyper significatif. Et pour répondre à Daniel, oui, dans le bilan carbone, il faut compter, c'est dans le scope 2, le transport des employés entre le domicile et le travail. Ça fait partie des émissions qu'on compte. Et donc là aussi, il y a énormément de marge de manœuvre pour inciter à des bonnes pratiques, etc. Donc, en fait, c'est très... ce que disait tout à l'heure Pierre, scope 1, scope 2, scope 3, c'est vraiment, on calcule tout ce qui va concerner l'activité dans l'entreprise, en amont de la production, pendant la production et après la production. Donc, dans la globalité de parties prenantes, dont les salariés, les fournisseurs, les clients font part. C'est pour ça qu'on retrouve les clients dans le scope 3, donc l'usage, les salariés dans le scope 1, et puis tout ce qui va être fournisseur, matériel, etc. dans le scope 2. D'accord, donc ça oblige à mener une enquête obligatoire auprès de ses salariés pour couvrir les réponses du scope 1, hein, c'est-à-dire les déplacements. Donc, c'est ce que va proposer notamment le cabinet qui va vous accompagner. Donc, comme le disait Pierre tout à l'heure, l'onboarding, en fait, c'est le plus gros travail, c'est-à-dire de créer la matrice de calcul, donc qui est propre en fait à l'activité de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il y avait intérêt à mutualiser sur la filière du jeu vidéo, que vous n'ayez pas tous à payer le même coût exorbitant, alors qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques. On va dire à 90%, vous avez tous les mêmes problématiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler de manière collective pour établir cette matrice de départ, qui va être le plus long travail. Les méthodes de récolte de données, comment on va chercher sur les différents scopes les données pour remplir le tableau. Et après, que ce soit à dupliquer chaque année. Et comme disait Pierre, l'objectif, c'est qu'on voit une trajectoire à la baisse qui se dessine. Mais encore une fois, on parle en valeur absolue. Si votre studio double de taille, on ne va pas attendre de vous que vous diminuez par 2 votre impact carbone tout de suite. C'est ramener toujours à l'activité, au périmètre de la boîte, etc. Okay. Puis, il y a quand même une bonne nouvelle derrière tout ça, hein, c'est que quand on fait ce travail, en règle générale, on améliore énormément les flux et donc on fait beaucoup d'économies. Donc, en fait, on ne perd pas son temps à simplement collecter des données pour remplir une pièce supplémentaire dans un dossier de subvention. On réfléchit aussi à l'ensemble des process et franchement, on fait beaucoup d'économies. Quand on achète mieux parce qu'on cherche à faire en sorte que le matériel ait moins d'impact, généralement, on amortit mieux, on achète mieux au départ, on fait durer. En règle générale, c'est vraiment source d'économies significatives. Donc, on ne perd vraiment pas son temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on est d'accord, hein, si ce PIA est accepté, il y a une réflexion, une mise en place d'une méthode de travail pour tous les studios de manière collégiale et commune, transversale. Donc ça, c'est super cool. Mais on est d'accord, c'est bien à chaque entreprise de faire la démarche personnelle, d'aller contacter un cabinet spécialisé dans l'audit énergétique pour avancer sur son propre profil, quoi. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sollicité plusieurs cabinets qui ont pignon sur rue pour avoir des devis dans le cadre du PIA, donc avec l'idée que plutôt que de vendre un bilan carbone à une boîte, potentiellement, tu en as 700 qui vont être intéressés. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire baisser la facture pour tout le monde. Donc ça, c'est dans le cadre du PIA.
Et si on n'a pas le PIA, nous, en tout cas, sur Game Only, on a quand même demandé à iCare, le cabinet iCare, d'avoir un tarif vraiment préférentiel pour les adhérents de Game Only en termes de taille d'entreprise. D'accord. Donc, la question suivante, tu t'en doutes, c'est, bon, le tarif n'est pas encore arrivé peut-être, mais combien peut coûter justement un audit d'un cabinet comme ça, grosso modo, quoi? C'est quelques milliers d'euros, j'imagine, si ça dure 3 mois. Ouais. Bah, pour les petites boîtes, tu es environ à 4 000 euros. Ok. Donc, ça comprend vraiment tout l'onboarding, la mise en place des outils, récolte de data. L'idée étant que tu sois après autonome sur les années d'après. Et pour les très grosses entreprises, c'est-à-dire plus de 150 salariés, on est sur un tarif environ 10 000 euros. D'accord. Voilà. Donc 4 000, je crois plus de 50 salariés, c'est 6 000 et plus de 150, c'est 10 000. D'accord. Merci. Sachant que Pierre, ce que tu as dit tout à l'heure, là aussi, on rebouclera. Olivier, là, c'est vraiment un premier webinar pour poser le sujet. Bien sûr. Mais derrière, tu as des aides de la BPI, tu as des aides de l'ADEME. Ouais. L'idée, c'est que ça coûte quand même le moins possible aux boîtes et que l'argent, finalement, soit concentré à la mise en place de solutions plutôt que dépenser l'argent dans le calcul, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, le prix, il est vraiment proportionnel à la taille de l'entreprise, puisqu'en fait, les flux sont plus ou moins importants en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment. Mais c'est possible aujourd'hui de faire un bilan carbone pour moins de 4 000 euros quand on est une petite entreprise et qu'il n'y a pas des flux dans tous les sens à prendre en compte. Alors pour revenir sur le PIA 4, concrètement, l'idée du PIA 4, c'est de pouvoir faire une vingtaine de bilans de carbone à travers une vingtaine de studios qui vont travailler justement à élaborer un modèle, et qu'ensuite on soit capable de mettre en place un outil qui pourrait être diffusé à l'ensemble des membres et qui s'appuie sur l'expérience collectée pendant ce PIA 4 en fait. Donc on va dire qu'il y a une vingtaine d'euros élus pour sortir un premier bilan, et puis ensuite il y a la capacité de diffuser au niveau de l'ensemble des membres. Concernant la question sur le support, donc il vous sera envoyé par mail après le webinar par Théo. Et comme ça a été enregistré, vous avez le replay qui sera mis en ligne sur YouTube, sur la chaîne de Game Only. Et puis, si les autres associations veulent aussi diffuser, ce sera fait. Et encore une fois, ce n'était qu'une première étape. D'autres suivront, donc on aura l'occasion d'en reparler. Si vous avez des questions plus urgentes ou vraiment spécifiques à votre entreprise, faut pas hésiter aussi à nous solliciter pour qu'on essaye soit de vous aider directement, soit de vous renvoyer vers des personnes compétentes pour vous accompagner. Voilà. J'espère qu'on vous a pas trop embrouillé l'esprit, en tout cas. C'était pas le but, donc j'espère que ça vous a plutôt donné envie de faire que de ne pas faire. Merci Céline. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer, votre temps étant précieux. Ok, merci. Et puis, du coup, à bientôt pour la prochaine étape. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. À la prochaine étape. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est quoi la prochaine étape du coup? La prochaine étape, en tout cas côté Game Only, c'est la mise en place d'une formation pour les dirigeants et dirigeantes de studio au mois de février. Et puis si on a le PIA, on aura la réponse au mois de mars. Là, on va vraiment passer sur une échelle beaucoup plus importante d'action en termes de nombre de personnes, et ce sera sur une action nationale. Donc voilà, les deux prochaines étapes, c'est vraiment celle-ci. Ok, merci. À bientôt.